La saison 4 du podcast de Flash Formation vous est présentée par Francis Perrault-Varin, courtier hypothécaire chez Multiprêt Hypothèque. Que ce soit pour le refinancement, l'achat ou la préautorisation hypothécaire, communiquez avec l'équipe de Francis Perrault-Varin pour avoir le meilleur taux au meilleur prix. Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du podcast de Flash Formation. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Un épisode spécial car on reçoit un invité spécial, une personne de marque qui a définitivement laissé sa marque dans le monde de l'incendie, Monsieur Denis Lauzon. Ça va bien, Monsieur Lauzon? Très bien, vous-même. Bien, ça va très bien. Si vous permettez, Monsieur Lauzon, je vais vous présenter pour les gens, entre autres, outre-mer et qui ne vous connaîtraient pas, parce qu'au Québec, vous êtes assez connu. Le nom de Denis Lauzon, évidemment, est bien connu dans les services incendies du Québec. Donc, Monsieur Lauzon, qui a débuté sa carrière comme pompier à Sainte-Martine, sur la rive sud de Montréal, tout en travaillant également dans le domaine des équipements incendies. Ce parcours riche qui l'a amené à occuper le poste de directeur du service incendie de Lac-Mégantic. Il était d'ailleurs en poste lors de malheureusement la plus grande tragédie de l'histoire récente du Québec, c'est-à-dire la catastrophe ferroviaire du lac Mégantic. Donc aujourd'hui, M. Lauzon vient partager avec nous son parcours, son vécu qui est au cœur des événements, mais aussi tout le travail qui a été fait après pour prendre soin de ses équipes et de lui-même. Donc à travers ces échanges, aujourd'hui on va parler de leadership dans la situation de crise, de courage, d'humilité et de l'importance de bâtir des équipes solides pour traverser les pires épreuves. Monsieur Lauzon, c'est vraiment un plaisir de vous avoir à l'épisode du podcast de Flash Formation. Merci de vous joindre à nous et de venir partager comme ça. J'ai eu l'occasion de discuter avec vous avant l'entrevue, puis j'ai été très frappé par l'accessibilité, je veux dire dans le bon sens, la simplicité de bien oui, pas de problème. Puis c'était très convivial. J'avais très hâte de faire cet épisode-là aujourd'hui avec vous. Peut-être, si vous voulez commencer, à nous parler un petit peu de votre parcours. Vous avez commencé à Sainte-Martine, mais vous étiez aussi dans l'incendie, les équipements. Oui, je vendais des équipements d'incendie. Donc, en 84, j'ai débuté le travail comme pompier volontaire à Sainte-Martine. OK. En 94, je suis devenu lieutenant à Sainte-Martine. Entre-temps, en 88, j'ai débuté un travail comme représentant des ventes pour la compagnie Wajax. Donc, on vendait des équipements incendies un peu partout dans la province. Donc, Wajax était spécialisé dans les feux de forêt. Donc, j'allais voir la Sopfeu, j'allais voir des clients produits forestiers, en faisant aussi les municipalités. Et en 2002, il y a un poste qui s'est ouvert à Lac-Mégantic et j'ai décidé d'y appliquer comme directeur et on a retenu ma candidature. Entre-temps, j'avais suivi l'attestation d'études collégiales en gestion d'un service d'incendie. J'avais commencé par, pour mon travail, j'avais convaincu mes patrons de me former comme instructeur pour essayer de monter des formations pour enseigner les produits que je vendais et tout ça. Et par la suite, j'ai fait la gestion de l'intervention. Puis après ça, il y avait la gestion du service qui a tout été chamboulé avec tout ça, mais ça m'a permis de devenir le directeur du service d'incendie de la région Lac-Mégantic. Faites-nous un peu le topo ou le portrait là, de la région ou du service incendie de Lac-Mégantic. Ça ressemble à quoi en 2013? C'est un service d'incendie d'une municipalité de 6 000 de population, beaucoup d'industries d'importance. Quand moi j'ai été engagé, on me dit que ma priorité était de m'assurer que la compagnie Tafisa, qui ne lui arrivait pas rien, parce que elle fabriquait du panneau de particules, de mélamine, et donc travaillait beaucoup avec la poussière et tout ça. Donc, avait un retombé économique de 40 millions de dollars dans la région. Fait que si cette industrie-là tombe parce qu'il y a un incendie, ils ne sont pas capables de rebâtir ou quoi que ce soit, ou ils décident de faire autre chose, c'était des pertes d'emploi à Lac-Mégantic. Donc, on m'a engagé pour ça et je relevais un service de sécurité publique.
OK. Donc, c'était des policiers-pompiers et avec des pompiers volontaires, des pompiers temps partiel qui répondaient aux incendies. La garde était au mois. OK. Donc, Donc, il était 1 mois de garde? ouais, Wow, OK, quand ouais. même. Mais la priorité d'appel était donnée aux policiers. Fait que OK. les 10 policiers étaient toujours sur les interventions et après ça, ben, s'il y avait besoin d'aide, ils appelaient les autres pompiers. Et en étant de garde pendant 1 mois, ben, j'avais des spécialistes en feux de cheminée, parce qu'on sait que les feux de cheminée sont au fin mars, début février, donc j'avais des spécialistes en feux de cheminée. Mais j'ai rapidement changé ça pour de la garde aux 2 semaines, OK. qui était plus rapide, revenait plus souvent. Et tout ça. On a monté l'équipe jusqu'à 47 pompiers. OK. Parce que toutes les petites municipalités qui nous entouraient étaient des villages avec 20 pompiers et tout ça. Donc, il fallait quand même avoir une certaine autosuffisance en service d'incendie. Et étant là, ben, j'ai parlé avec les autres services d'incendie. On a signé des ententes d'entraide. Okay. Donc, on a développé ce volet-là d'entraide et avec le schéma, ben, on est allé plus loin. Si on se replonge en arrière dans le passé, si on retourne là, au mois de juillet 2013, cette fameuse nuit et de l'événement, est-ce que vous pouvez nous faire un peu revivre les événements de votre point de vue? Comment ça s'est passé de votre côté si on refait le fil de ce qui s'est passé? Ben, vendredi, c'était la première journée qui faisait beau. C'était l'été, les terrasses étaient ouvertes et tout ça. Et moi, je me suis couché vers 11 heures à la maison parce que je ne peux pas faire une garde 24 heures sur 24 et réveillé. Donc, j'étais à la maison, je me suis couché et quand l'appel est rentré à 1h19, bon, ben, je me réveillais. On l'entend d'ailleurs sur les communications du 911. Je me réveille et quand je vois l'étendue de l'incendie, là, ma voix change assez rapidement. Donc, je me lève. Dans mon cerveau, c'est un feu de bâtiment sur la rue Champlain. Il y a des choses que mon cerveau a comme fait disparaître en réécoutant l'appel du 911 que incendie multiple est vu de plusieurs endroits de la ville, etc. Fait que là, j'ai dit, OK, ben je suis sorti. Et quand je suis sorti, ben j'ai vu le mur de flammes et la fumée noire qui s'y dégageait. C'était orangé, jaune, pas jaune, mais rouge-orangé. Et la fumée, là, ça faisait un mur. Et là, j'étais je me posais la question, est-ce que je vais aller réveiller mon fils parce qu'il était à la maison ou je m'en vais au feu? Reviens-tu réveiller mon fils parce que... Là, vous étiez où à ce moment-là? Vous étiez à la maison? À la maison. Puis, on parle de quelle distance environ? À peu près 1 kilomètre. OK, donc... OK. Ah oui, je suis tout proche. OK. Ah oui. Et là, ben c'est ça, je me suis demandé si je devais aller aller voir mon fils, puis finalement, ben non, faut que j'aille au feu. Et il m'a appelé à 8 heures le matin quand il s'en est rendu compte. OK. Donc, je me suis déplacé pour aller au centre-ville. En regardant déjà au tout début, je me disais, c'est-tu un avion qui s'est écrasé? C'est quoi? L'information est arrivée assez rapidement que c'est un train qui avait déraillé. Donc, en connaissant le convoi, parce qu'habituellement, il passait 2 fois par jour. Et en passant 2 fois par jour, c'était du 12,67, du pétrole brut, qui était transporté par ces wagons-là. La seule chose que je me posais comme question, c'était y avait-il du propane comme wagon? Parce que normalement, il y a 6 wagons de propane qui accompagnaient ces wagons-là. OK. Et qu'il n'était pas là. Ce soir-là, il n'y avait aucun wagon de propane. OK. Wow. Ouais. Et l'information que c'était un train, ça venait
des gens qui appelaient le 911? Ça venait de la centrale? Ou comment? Non, là, c'est la centrale qui m'a transmis l'information que il semblerait que ce soit un train qui aurait déraillé. Et là, je savais à quoi j'avais affaire. Et en tournant ma rue, je suis tombé sur le boulevard des Vétérans et je voyais la lumière du dernier wagon qui clignotait avec ce qui brûlait en arrière. Parfois, quand je suis dans un angle avec un soleil couchant, avec un wagon et une lumière qui flash, ben, c'est mon déclencheur qui me ramène à cet événement-là. OK. Vous avez des souvenirs qui reviennent à partir de Oui, là? oui. Ah oui, OK. Ben, j'imagine encore aujourd'hui, c'est un événement qui doit être encore pour vous, là, présent. Comment est-ce que vous avez fait votre processus? Parce que quand on écoute les bandes de communication, vous aviez l'air, premièrement, vous sonnez très, très calme. Vous aviez l'air déjà d'avoir un plan établi, ou est-ce que c'était déjà, vous avez déjà pratiqué ce scénario-là, ou parce que vous avez... Pas du tout. OK, c'était très... Pas du tout, parce que l'instant. quand j'ai commencé en incendie, on avait des DVD de feu et tout ça. Puis je regardais, aux États-Unis, on était capable de faire déplacer une entraide de 100 km à la ronde. On fait juste regarder les feux de Los Angeles. Des fois, on a des autoroutes d'autopompes qui sont stationnées avant d'être réparties pour aller éteindre les feux de forêt. Alors, moi, je me suis dit, pourquoi au Québec, on n'était pas en mesure d'appeler nos voisins proches et nos voisins plus éloignés? Donc, quand l'événement est arrivé, ben moi, je suis tombé en mode intervention et non en gestion d'un budget. Donc, j'ai dit, ben, en partant, à cause de mon travail comme représentant des ventes, je savais que je n'avais pas les hommes, l'équipement et la mousse pour être capable d'éteindre ce type de feu-là. Donc, la seule chose que je pouvais faire, c'était, on le sait, on travaille à l'offensive, on travaille à la défensive, mais le mot sans intervention, c'est quelque chose qui est dur sur le pompier de dire, on s'assoit et on regarde, mais c'est pas qu'on s'assoit, on regarde, on fait autre chose que d'éteindre l'incendie comme tel. Parce qu'arrivé à un point à la caserne, ben, je savais qu'il y avait des gens qui étaient dans des logements situés au centre-ville de Lac-Mégantic. J'ai envoyé des pompiers aller chercher ces gens-là. Ils en ont sorti 7. OK. J'ai un pompier qui vient me voir, qui me dit « Denis, je vais aller voir à la marina s'il n'y a pas des gens qui dorment dans leur bateau. OK. » Pourquoi? Parce que lui a un bateau et il dormait là. OK. Il dormait de temps en temps. Fait qu'il est allé les voir. Il y a 2 couples qui sont partis avec leur embarcation. OK. Fait que c'était en mode déjà préparé de dire, OK, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça pour la journée. J'avais calculé mes échelles parce que je savais qu'une échelle, c'était pas suffisant. Donc, j'ai voulu faire venir Victoriaville, Saint-Georges-de-Beauce, Sherbrooke. Victoriaville, l'appel a été comme manqué au niveau a été manqué au niveau de ma répartition, mais ils m'ont rappelé comme 1 heure plus tard parce qu'ils ont revisé, ils ont réécouté les bandes, puis ils ont dit, vous me l'avez demandé, est-ce que vous en avez toujours besoin? OK. Donc ça, mais entre-temps, j'avais reçu un appel d'un douanier qui était canadien, qui a traversé aux douanes américaines et me dit « Monsieur Lauzon, qu'est-ce que vous avez besoin comme équipement? Pompe, puis échelle. » Fait qu'il y a 4 autopompes qui sont venus en entraide et 2 camions échelles qui sont venus en entraide, oui. On parle de quelle distance, juste pour situer les gens, il y a quelle distance entre Lac-Mégantic et la frontière? Le plus loin, c'était à 270 km. OK. Quand même. Et entre Lac-Mégantic et la frontière américaine, on parle de quoi comme distance? 35 à 40 km. OK, fait que vous êtes quand même assez proche de la frontière à ce moment. Oui, mais c'est de l'autre côté. Les grandes villes de la frontière, eux autres sont beaucoup plus loin. OK, je comprends. Oui. J'ai même entendu dire qu'il y aurait des services d'incendie qui auraient retourné de chemin, rebroussé chemin, parce que ils se rendaient compte que
on s'en va loin, là. Ah On oui, va être OK. loin de chez nous, là. OK. Même un des directeurs qui a répondu, pour lui, c'était pas lac mégantique. Eux ont un lake mégantique. OK. Ils pensaient que ça en allait là. OK. Pas qu'ils venaient au Québec. Ah oui, OK. Ouais. Quand vous êtes arrivé, quelles ont été vos premières priorités au niveau de votre gestion d'intervention? Comment est-ce que vous avez établi votre plan d'intervention par rapport à ça? Le plan d'intervention, au tout début, il était erratique parce que, comme tout être humain, on essaie de mettre sa famille de la protéger. Donc, j'ai tenté de téléphoner mon fils à plusieurs reprises sur le téléphone de la maison, sur son cellulaire, mais il dormait très dur. Et j'ai parlé à ma conjointe en lui disant chérie, je t'aime, je sais pas si je vais être capable de te reparler, c'est l'enfer ici, je suis pas capable de rejoindre notre fils. Fait qu'elle répétait, quoi? Elle se réveillait à 3 heures du matin, là, vers 4 heures du matin. J'ai dit, chérie, je t'aime. Je ne sais pas si je vais être capable de te reparler. C'est l'enfer ici. Il y a un train qui a déraillé. Je ne suis pas capable de rejoindre mon fils. Elle dit, je m'en occupe. Fait qu'à partir de là, j'avais pris le singe, je l'avais transféré à quelqu'un d'autre et je me suis mis en mode intervention. Pourquoi vous avez fait cet appel-là? Parce que vous craignez pour votre fils ou? Ben, c'est parce qu'il y a pas de. Il y a eu juste une entrée et une sortie dans la rue où je demeurais. OK. Le quartier où est-ce que je demeurais, il y avait juste une entrée et une sortie. Et moi, étant de l'autre côté, je voyais même pas l'église. C'était un mur de flammes, de fumée. Je voyais pas l'église, je ne savais pas où le feu était rendu, jusqu'où il s'était déplacé. Les pompiers viennent me voir, ils disent, Denis, ça brûle-tu l'autre bord? Je ne le sais pas. Okay. J'en ai aucune idée. Parce que j'ai demandé d'avoir une coupure au centre-ville pour éviter qu'il y ait des gaz qui se ramassent dans les sous-sols et qu'un appareil se remet en fonction et qu'on ait le bon mélange, qu'on ait une explosion. Donc une coupure d'électricité. Oui, mais en coupant l'électricité, ça a fait que ma batterie UPS, qui était branchée sur mon système de communication, a tombé. On ne l'avait pas encore branchée sur une génératrice. Donc, il n'y avait plus de communication radio. Oui. Oh, ça, c'est important. Là. Et en plus, il y avait incompatibilité dans les communications radio. Donc, vous n'étiez pas capable de bande à bande, ça ne fonctionnait pas avec les autres services. Oui. OK. Oui, parce que les naves ont été, les bandes d'entraide ont été développées et débloquées après les événements de Mégantic. OK. Et là, donc, toutes les communications de votre plan d'intervention se font sans radio, seulement par votre téléphone cellulaire. Et j'avais mon radio. Je parlais à Centrale Coca. OK. Parce que j'étais tombé sur ma tour. J'étais allé chercher la tour qui était sur le mont Mégantic. OK. Et non ma tour qui était sur l'hôpital. OK. Et là, quels ont été vous avez fait du positionnement de jet? Vous avez fait quoi exactement? Dans le fond, vous avez demandé de la mousse. Vous saviez évidemment que c'était du non, pétrole. la mousse est arrivée sur plus tard. OK. On a fait, c'est là qu'on a fait l'évacuation des logements. OK. Qu'on a regardé, parce que quand mon autopompe est arrivé, il était plus haut que moi, il a dit, il y a une rivière de liquide qui s'en vient vers nous. Okay. Et là, on s'est reculé jusqu'au pont. Et en étant là, ben, j'étais capable de dire à quel endroit le feu était rendu parce que je voyais les fenêtres éclater, comme à Hollywood. Ah oui, OK. Ah ouais, le feu rentrait, ça sautait, puis je savais où ça en était rendu. Comment vous avez réussi à un moment donné, reprendre le dessus sur l'intervention? À quel moment vous avez réussi ça a pris combien d'heures, de jours? Ou comment est-ce que vous avez réussi à un moment donné à essayer de contrôler un peu plus C'est le samedi matin. Donc, le feu a commencé le vendredi soir? Oui, à 1h19. Et okay. Le matin, ben là, les produits qui brûlaient avaient diminué. Les bâtiments qui brûlaient aussi étaient incandescents, étaient à terre. Et n'oubliez pas, j'étais représentant des ventes. Donc, je savais que si je commence à arroser avec la mousse, il faut que j'en aie en quantité pour l'éteindre.
Parce que si je ne l'éteins pas, je recommence à zéro. J'ai appris ça avec des gens de Shell et des représentants qui ont dit, nous, on a une réserve de mousse pour un réservoir et si j'ai besoin, il faut que je fasse venir un autre réservoir de Toronto, la même quantité de mousse avant d'attaquer. OK. Fait qu'on le savait que... et là, ben, c'était, à un moment donné, de chercher la mousse. Qui vous a aidé là-dedans? Bon, Gaétan Drouin a été demandé par la sécurité civile de se déplacer parce que j'ai appelé Sherbrooke pour avoir 2 équipes. Il m'a appelé sur mon téléphone cellulaire. Gaétan Drouin étant? Le directeur du service d'incendie de Sherbrooke. OK. Il me demande, il dit, Denis, il dit, quand on va arriver, est-ce que le feu va être éteint? Fait que là, j'étais avec mon cellulaire, puis là, je regarde, je dis, bof, non, je pense pas. Fait que, il dit, parfait, on s'en vient. Et en même temps, il me dit, est-ce qu'il y a de l'essence? Parce qu'eux ont 1h30 à voyager. OK. Fait qu'à s'en venir à Mégantic, les camions diesel, la camion échelle et l'autopompe auraient besoin de remplissage. Et il y avait une station qui était ouverte 24 heures sur 24. Qui est encore fonctionnelle. Oui. OK. Et à partir de ce moment-là, mon ancien directeur de la ville de Lac-Mégantic, celui qui m'a engagé, Claude Périnet, il était à sa maison de Mégantic, a pris une photo de l'événement et il l'a envoyé à Gaétan. Et il a envoyé ça à Gaétan, il a dit, voici ce qu'il y a à Mégantic et tout ça, je t'autorise parce qu'il l'a appelé, je t'autorise à venir. Donc, il y a eu l'autorisation. Et là, Gaétan s'est servi de cette photo-là pour dire à ses pompiers, voici où est-ce qu'on s'en va. On a des faits. Les probabilités vont changer en cours de route. Et lorsqu'on va arriver sur place, on va avoir d'autres faits. Donc, ça a déjà permis aux pompiers d'arriver avec une pré-analyse de la situation par la suite. Oui. Puis, Gaétan Drouin m'a demandé si ça ne me dérangeait pas qu'il était gérant de site. Et il est devenu gérant de site, mais on travaillait beaucoup en collégialité ensemble à prendre des décisions sur l'événement. Après ça, comment est-ce que, une fois que vous avez réussi à avoir assez de mousse, ça a pris combien de temps avant vraiment de dire, ben là, on est capable d'approcher les wagons pour avoir une meilleure estimation de ce qui se passe? Aussitôt qu'on avait de la mousse, on pouvait arroser. On parle du samedi matin à ce moment-là? Oui, samedi matin, dans la journée, la mousse est arrivée. On a 30 000 litres de mousse qui est arrivée, qui venait de Valero. On a fait des téléphones un peu partout. Oui, oui. Gaétan, lui, pensait en dehors de la boîte, il a dit, on a 240 kilomètres de rive de la rivière Chaudière qui s'en va jusqu'à Québec. Ben, il y a peut-être des municipalités qui prennent l'eau à partir de la rivière. Fait qu'il a appelé les municipalités pour leur dire de couper la source d'alimentation pour pas affecter leurs ressources. Contaminer leur réseau. Fait qu'il a fait ça. Après ça, en faisant des téléphones, en appelant à Lévis, Lévis leur a dit, avez-vous pensé à Valero? Et c'est là qu'on est entré en contact avec Valero. M. Jacques est venu avec son adjoint pour nous prêter main forte avec des équipements et la mousse. Mais encore là, la mousse, dans des camions citernes, eux autres sont habitués de travailler avec des camelocs. OK. Il n'y a pas de vissé. Il n'y a pas de filet. Il n'y a pas des camelocs, tu rentres, c'est 2 oreilles que tu refermes. Oui, OK. OK? Il n'y a pas de storage, il n'y a pas rien. On n'a pas d'adaptateur. Comment est-ce que tu fais pour être capable de transférer de la mousse, pour être capable de l'éjecter, l'envoyer sur un incendie? Ben, on a pris une piscine. On a déplacé une piscine. Fait qu'on vidait la mousse dans la piscine, puis à partir d'un camion, on siphonnait dans la piscine, puis c'est là qu'on arrosait. Le camion échelle qui nous a été prêté de Magog, le directeur là-bas avait demandé d'avoir un système pour être capable de remplir ces réservoirs de mousse, fait qu'il était à extérieur, fait qu'il était capable d'aller chercher l'information
et toute la mousse dans la piscine. On a pris encore là, pensez en dehors de la boîte. On a pris des poubelles 360 litres. OK. Ça se transporte assez facilement pour être capable de mettre de la mousse dedans puis les amener où est-ce qu'on veut pour être capable d'arroser. C'est tout un processus mental que vous avez dû faire là, au niveau de votre gestion du stress, au niveau de la gestion des émotions. Comment est-ce que vous avez réussi en tout cas, vous aviez l'air calme sur les bandes de communication. Comment vous vous sentiez à ce moment-là? Ben, premièrement, je n'étais pas le responsable en partant. Donc, n'étant pas le responsable, ben, je vais comme je suis capable, puis je mets en place des choses, mais on ne pouvait pas me reprocher d'avoir augmenté l'incendie ou quoi que ce soit. Et je ne l'ai pas senti non plus vis-à-vis les médias quand je faisais des entrevues. Et ils ne posaient pas des questions. Pourquoi vous n'avez pas fait ci, pourquoi vous n'avez pas fait ça, etc. Je n'ai pas senti ça. Donc, ce qu'on a fait, il fallait prendre des décisions. Okay? Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il fallait prendre des décisions et des décisions ont été prises. Comme le mardi, j'ai retiré tous les pompiers de la MRC de la recherche des victimes. Okay. Je ne voulais pas que les gens tombent et reconnaissent une victime. J'ai un de mes amis qui vient de Latuc. Il ne connaît personne à Mégantic. Et lui, ça l'a affecté. Il a parlé à Mme Lippé, une ancienne enseignante à l'IPIC, qui traitait de la santé psychologique. Et ils se sont parlé. Puis il a mis des points. Puis il a fait « Oh! » Si moi, je file comme ça, mes pompiers qui sont venus avec moi filent aussi de la même façon. Donc, il en a parlé. Donc, c'est pour ça qu'on a été capable de... et le volet stress post-traumatique était quelque chose qui m'intéressait, que je voulais le bien de mes pompiers. Donc, c'est pour ça que je les ai retirés de la recherche. Tout ce qu'on faisait après, c'était... En caserne, on répondait aux appels qu'il y avait sur le territoire. Mais tout l'aspect intervention du feu comme tel, ça a été donné à des gens de l'extérieur. La recherche. La recherche. L'extinction des feux, les pompiers étaient là. Jusqu'au mardi. OK. Le feu je l'ai mis sous contrôle le samedi matin, dimanche matin, maîtrisé le lundi. Donc, le feu est parti le vendredi soir. Jusqu'au mardi, là, on a réussi à atteindre ça. Après ça, on débutait avec la police la recherche. Et encore là, les policiers sont habitués de travailler d'une certaine façon et nous, on travaille d'une autre façon. On a combiné nos deux façons de faire. Eux, quand ils rentrent dans un feu puis qu'ils font une enquête, ils sortent. Ils la font au complet, puis ils sortent après. Nous, on est habitués à avoir des centres de réhabilitation où est-ce qu'on a des gens qui vont s'hydrater, qui vont manger un petit quelque chose et tout ça. Donc, eux ont appris de nous ce volet-là. Donc, on a séparé les 5 équipes qui faisaient de la recherche en une équipe qui se reposait pendant que les 4 autres travaillaient. Okay. Et n'oubliez pas, ces temps-là, il faisait 35 degrés. En plein mois de juillet. C'est ça. Parlons un peu du après lac Mégantic, parce que je sais que vous avez mis en place des choses pour les pompiers. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, je parlais avec M. Sébastien Lajoie, qui est le directeur actuel du service incendie de lac Mégantic, et il me disait que pratiquement l'ensemble des pompiers qui étaient présents en 2013 sont encore pompiers actifs à lac Mégantic. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour un peu protéger ou réduire l'impact de cette intervention? Quelques jours après l'intervention, je suis allé voir, au centre d'hébergement qui était à la polyvalente Montignac pour aller voir le service de santé, pour leur dire que j'ai besoin d'avoir une équipe psychologique à la caserne. Je voulais que les gens... moi, je ne suis pas un spécialiste en santé psychologique. Je vais te regarder, je vais te dire bonjour, est-ce que ça va? Puis tu vas me dire oui, ça va, mais j'ai le non-verbal,
tes yeux, ta bouche va faire un mouvement que je ne pourrais pas détecter. Et je voulais avoir une équipe qui spécialisée qui vienne à la caserne. J'avais un bureau mis à leur disposition. Ils se promenaient dans la caserne pour rencontrer tous les intervenants. Ils dînaient avec nous autres, encore là, tous les intervenants, pour essayer de tenter. Il y a 2 personnes de mémoire qui sont demandées d'aller dans un bureau pour parler avec eux. Ces personnes-là avaient combattu le feu à Nantes sur la locomotive et qui ont fermé l'engin. Donc, eux, dans leur tête, c'était eux qui étaient la cause de l'accident de Mégantic. OK. Parce que pour peut-être ici au Québec, on se souvient de cette histoire-là. Peut-être pour nos amis qui nous écoutent du côté de l'Europe, il faut comprendre, si on recule l'événement, à la base, ça avait été un feu de locomotive. Tout à fait. Dans le village de Nantes qui avait été éteint par les pompiers. Et c'est ce train-là qui, par la suite, a dévalé la pente et a déraillé dans le village de Lac-Mégantic. Donc, il y avait eu déjà une première intervention des pompiers à quelques distances. Et c'était des pompiers de Lac-Mégantic qui avaient répondu? Non, des pompiers de Nantes. C'était des pompiers de Nantes. Mais j'ai un officier qui agissait comme officier de Nantes. OK. Et il était au Musicafé. Il n'est pas retourné au Musicafé. Il est allé prendre sa douche. Quand lui, ça a sonné, il savait c'était quoi. Wow. Je vais vous demander, vous, comment est-ce que votre processus de passer par-dessus cet événement-là, comment est-ce que vous avez passé à travers ces événements-là? J'ai été arrêté 10 mois en 2014. Okay. J'ai rencontré travailleurs sociaux, médecins qui m'ont aidé. En 2016, j'ai changé d'emploi. Je suis devenu directeur adjoint à l'IPIC. 2019, encore là, j'avais des relents de Mégantic. J'ai mis un autre genou à terre. Et là, avec un psychologue, mon médecin, qui était un médecin de l'armée, qui connaissait c'était quoi le stress post-traumatique, on a passé à travers. Ça a pris 1 an pour passer à travers. J'étais prêt à ce moment-là, en 2020, à prendre ma retraite. On m'a offert d'avoir un poste comme enseignant à l'IPIC. Et j'ai dit, OK, ouais, mais qu'est-ce que mes confrères qui étaient enseignants, j'ai pas été capable de faire le poste de direction adjointe, comment ils vont me voir, etc. Ah ouais, OK. Puis finalement... c'était pour vous une inquiétude, là? Oui, très grande inquiétude. Ah ouais, OK. Oui. Parce que c'est ça, le stress post-traumatique, là, on n'a plus confiance en soi, on a de la misère à prendre des décisions, on regarde ce qui est en arrière, s'il n'y a pas une claque qui va revenir sur la tête, sur le bord de la tête. Donc, tout ça faisait que j'étais très instable. Et là, je pensais même à prendre ma retraite. Et finalement, je suis allé en enseignement. Puis l'anecdote là-dessus, c'est que je suis retourné en débutant mon retour progressif le 12 de mars 2020. OK. Le 13 de mars, qu'est-ce qui s'est passé? T'en souviens-tu? Le début de la COVID. C'est ça. Fait qu'1 an avant la COVID, je m'étais préparé à passer à travers la COVID. Je comprends. OK. Donc, c'est ça. Je suis revenu et avec les élèves... comme je leur dis à chaque début de session, ils sont ma guérison. Échanger avec eux autres, parler avec eux autres, des événements de Mégantic. Vous avez des questions, posez-les. Soyez pas... stress post-traumatique, vous allez le vivre à un moment donné dans votre carrière. Il faut aller chercher de l'aide, etc. Je les encourage. Et c'est eux autres qui, aujourd'hui, me fait du bien et que j'ai du plaisir à enseigner. Wow. Qu'est-ce que vous diriez aux pompiers qui hésitent à aller chercher de l'aide? C'est l'aide qui va vous aider. L'aide de vos amis, l'aide de votre parenté, le médecin, un psychologue, et tout ça, c'est aller chercher cette aide-là. Si on revient encore un petit peu en arrière sur l'ampleur de l'intervention, je me mettais à votre place, d'arriver sur un événement
aussi grand, dans une envergure un peu d'inconnu, d'une envergure unique, que ça serait facile, en tout cas, je pense, de tomber dans le stress ou dans la façon de dire, bien, OK, je commence par où? Comment vous avez fait pour établir la priorité d'intervention? Comment est-ce que vous avez fait pour dire, bon, ben, on va commencer par faire telle action en premier, telle action en deuxième? Quelle a été votre séquence de décision? En premier lieu, je savais que j'avais pas les équipements nécessaires, j'avais pas le nombre de pompiers nécessaires, puis j'avais pas la mousse pour éteindre ce feu-là, qui était de pétrole brut. Puis ça, c'est mon expérience en tant que représentant des ventes qui me l'a apporté. Par l'expérience, cette expérience-là m'a servi à Mégantic. On a commencé, j'ai envoyé des pompiers évacuer le reste des bâtiments qui n'étaient pas, qu'on n'avait pas visités. Donc, je les ai envoyés et il y en a qui m'ont dit que je les avais envoyés aux portes de l'enfer, tellement que c'était intense. La chaleur, la flamme et tout ça. Et on a quand même évacué les bâtiments, 7 personnes. On a sorti 7 personnes qui n'étaient pas au courant de ce qui se produisait au centre-ville. Quand même. Oui. Malgré Ouais. C'est surprenant parce que malgré l'explosion, ça a dû shaker. Les gens disaient ont ressenti une vibration. Vous, est-ce que vous l'aviez ressenti à votre distance? Non? Non, okay. je n'avais pas entendu le train non plus. OK. Il y a beaucoup de personnes qui devaient être au Muscafé, dont mon fils, que j'ai su par après. Il devrait être là, mais il tombait une 3e roue de la charrette. Fait qu'ils ont décidé de rester chacun de leur côté. Fait qu'ils dormaient à la maison. Et les gens... Il y a une dame qui est enceinte. Elle s'est réveillée pour aller à la salle de bain et c'est là qu'elle a vu de la rougeur orangée par la fenêtre, qu'elle a regardé elle a ouvert les rideaux, puis elle a regardé, elle a dit OK, elle est allée réveiller son chum, puis là, son chum, il dit faut courir. Elle dit je peux pas courir dans l'état où est-ce que je suis, je vais te transporter. Et il l'a transporté pour l'amener à un endroit sécuritaire et elle a donné naissance à un petit bonhomme qui aujourd'hui va avoir 12 ans. Ah oui. Oui, lors des événements. Il y a beaucoup de personnes qui soit se sont séparées après les événements ou soit qui se sont mariées après les événements. OK. Oui. Mais par où commencer? C'était la sécurité première mission, hein? La vie des gens. Donc, on s'est assuré de visiter tous les appartements et de s'assurer que tout était sorti, évacué et tout le monde était en sécurité. Étiez-vous en mesure d'établir des jets pour essayer de prévenir la propagation ou c'était trop chaud? Il y a des pompiers qui étaient de l'autre côté du mur de flamme qui, eux, ont établi des jets pour faire de la protection incendie. OK. Mais on ne pouvait pas arroser le feu parce que c'est comme y donner... on ne peut pas arroser, mettre de l'eau sur de l'huile. Non, évidemment. Là, donc, on augmente l'incendie. Fait que, on ne pouvait pas arroser tant et si longtemps qu'on n'avait pas un agent extincteur pour être capable de l'éteindre. Mais... de refroidir les bâtiments qui c'est par radiation. Ça, tout à fait. Puis, côté alimentation en eau, vous parliez que vous avez réussi à faire finalement une espèce de boucle autour du feu. Oui. Puis c'était inspiré des techniques des pompiers forestiers. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, comme j'étais représentant des ventes, puis je vendais des équipements incendies, j'ai côtoyé beaucoup de personnes de la SOPFEU. Et en plus, j'ai suivi un cours de par le personnel de la SOPFEU pour devenir un travailleur forestier aussi. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils partent de la motopompe à partir d'un lac, d'une rivière pour alimenter. Et ils vont descendre le feu. Ils vont contrôler les pourtours du feu. Les CL 415, 215, eux, attaquent le front du feu, mais les pompiers travaillent sur le derrière et les pourtours et jusqu'à temps que le feu soit contrôlé et ils vont faire le tour complètement du feu et revenir à leur point de départ. Et là, un coup qu'ils sont à leur point de départ, ils reviennent en arrière pour
arroser sur une plus grande distance, et tout ça en reconnectant les boyaux ensemble. OK. Donc, un coup ça fait, ben, ils pouvaient aller à 100 pieds, 200 pieds, puis établir une ligne à l'intérieur, et ils étaient alimentés pour aller éteindre les fumées blanches qui pouvaient se dérouler. Donc, j'ai fait la même chose avec, j'ai entouré mon périmètre des locomotives et tout ça, jusqu'au quai, qu'on appelle le quai fédéral mégantic, pour alimenter par 2 autopompes. Donc, s'il arrivait quelque chose, je pouvais, à partir des boyaux, me déconnecter, connecter à notre autopompe et pousser pour éteindre le feu. Pour nous donner une ampleur là, un peu du site, c'était quoi l'ampleur en termes de distance? C'était quoi la superficie finalement de l'incendie? On parle de combien par combien environ? Si on parle terrain de football, je dirais 4 terrains de football. 4 terrains de football à À peu couvrir près. finalement. OK. Mais pour nos amis français, c'est le football américain. OK. Mais je dirais peut-être 2 terrains de football, de foot, OK. parce qu'il est quand même assez long et assez large. Fait que 2 terrains qu'ils pouvaient couvrir. Là. C'était le centre-ville, là. C'était une bonne distance. OK. Si on va aux côtés de la gestion de l'intervention, comment est-ce que vous avez pu gérer l'intervention avec les autres ressources? Parce qu'il n'y avait pas que les services incendies. À partir de là, la Sûreté du Québec, il y avait Transport Canada. Comment ça s'est passé, l'interaction avec ces ressources-là? Comment est-ce qu'on fait pour gérer? Ben, j'ai eu de l'aide parce que j'avais quelqu'un du ministère de la Sécurité publique qui était là. J'avais quelqu'un de Transport Canada qui est venu se présenter le dimanche soir et tout ça. Et à partir du lundi, on a commencé à faire des réunions à 3 heures pour déterminer ce qui devait être fait durant la journée et ce qui avait été fait. Parce que chacun avait leur propre mandat. Il y en a qui travaillaient pour MMA. Puis il y en a qui travaillaient pour tous les ministères qui étaient là. On avait, de mémoire, c'était 21 agences gouvernementales qui étaient présentes sur les lieux. Environnement Canada, Environnement Québec, tous ces gens-là. Ben, c'est ça. On se rencontrait, puis on se disait ce qui avait été fait et ce qui allait être fait le lendemain, puis on faisait des essuyers comme ça. On a fait ça pendant 1 mois de temps. Et on avançait rondement. On avançait même un peu trop vite pour certaines personnes au niveau de Transport Canada qui faisaient une enquête. Donc, il y a des choses qui ont été... on a dû ralentir parce que l'enquête de Transport Canada n'avançait pas assez vite. Qu'on pouvait détruire des preuves. Des preuves qui pouvaient incriminer des personnes. Parce que là, il y a plusieurs enquêtes, j'imagine, qui sont en parallèle. Il y a la Sûreté du Québec, ouais. À cause des décès. Ouais. Transport Canada aussi, le Bureau ouais. des transports. Ce bout-là... Et le coroner. Et le coroner. Il y a 4 enquêtes en même temps. OK. C'est qui le 4e? Le coroner. Le coroner, Transport Canada, Sûreté du Québec et incendie. C'est ça. Comment... à quel point le service incendie, c'est quoi son pouvoir à travers ça? J'imagine que ça devient rapidement une scène policière. Non. OK. Non, parce que tant et si longtemps qu'on est en intervention, que l'intervention n'est pas arrêtée, ça demeure une scène d'incendie. Okay. On est là pour la protection des gens qui viennent travailler sur notre scène. Oui, c'est une scène à cause. On sait que selon la loi de la sécurité publique, on doit remettre la scène aux policiers parce que c'est une enquête cause mortelle. Mais on a travaillé en collégialité ensemble. On n'a pas... il y a personne que... Le seul qui est arrivé avec ces grosses bottines, là, c'est le Bureau de la sécurité du transport qui, lui, a dit, selon ma loi, Gilles, c'est moi qui a la scène, c'est moi qui va travailler sur la scène avant toute autre personne.
Là, on lui a dit, OK, parfait, on connaît votre loi. La Sûreté du Québec, elle, est arrivée en disant, c'est ma scène parce qu'il y a eu des décès qui auraient pu être causés intentionnellement. Donc, c'était l'enquête qui devait le déterminer. Et à ce moment-là, eux aussi, on savait qu'il y avait leur enquête. Fait que moi, ce que j'ai fait, je me suis assis, j'ai dit, là, il faut travailler la main dans la main. Il va avec Transport Canada, on a numéroté les réservoirs de 1 à 63. 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 63. Les 9 premiers réservoirs, est-ce que ça a un intérêt dans l'enquête que vous avez à faire? BST, non. Sûreté du Québec, non. Parfait, on les détruit. Okay. On les évite, puis on va les détruire. Puis on a avancé comme ça, tranquillement, pas vite, jusqu'à la disparition complète des réservoirs. Comment est-ce qu'on fait pour vider des réservoirs comme ça qui ont été chauffés parce qu'il fallait vider finalement le contenant avant de faire le transport? Oui, tout à fait. On a encore là, en industrie pétrolière, il y a une technologie qui utilise de l'eau et du sable avec une machine, on était capable de faire des ouvertures de 8 pouces pour rentrer à l'intérieur. C'était pas du travail à chaud, donc on ne travaillait pas avec des points chauds qui auraient demandé encore plus de mousse, plus de personnel et tout ça. Donc, on faisait une coupe et on allait chercher après ça avec une pompe, l'huile qui était à l'intérieur, le pétrole brut qui était à l'intérieur, puis la sortait de là. Vous avez eu l'aide aussi de différents services incendies du Québec. C'était quoi leur mandat des pompiers qui venaient vous prêter main forte? Qu'est-ce qu'ils venaient faire? C'était de travailler sur le site. On était toujours en protection pour les travaux de décontamination et les travaux de vider les wagons parce qu'on ne voulait pas recréer encore un incendie. N'oubliez pas, le sol est imbibé de pétrole brut. Donc, il y avait encore du pétrole brut dans les égouts dans l'égout pluvial et dans les égouts. Donc, moindrement une étincelle aurait pu faire redémarrer l'incendie. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait des équipes qui venaient nous prêter main forte. Les pompiers, comme je vous l'ai dit, ont été retirés un peu de la recherche et cause. On les a envoyés sur les appels pour la région Lac-Mégantic. Et après ça, on faisait aussi de la recherche et cause, de la recherche avec les policiers. Donc, les policiers, eux, faisaient leur enquête avec les agents du médecine légale qui étaient là. Et on faisait de la recherche et tout ça. Il a fallu inventer des choses. Il a fallu inventer des treillis pour sarcer le sable et tout ça. Donc, ce sont les pompiers des villes extérieures qui ont travaillé sur ça. Il a fallu, à un moment donné, sortir tous les frigidaires, tous les congélateurs, parce qu'on ne voulait pas que les gens retournent à la maison en ayant de la nourriture contaminée et surtout des frigidaires contaminés. N'oubliez pas, pendant ces semaines-là, le mois qui était là, il a fait 35 degrés gros soleil. Là. Fait qu'à ce moment-là, il a fallu tout retirer les frigidaires, puis le ministère a accepté de les enfouir sans rien les vider. Là. Le gaz était à l'intérieur, ça. On les a tout simplement enfouis. Mais ça, ce sont des pompiers qui sont allés sortir ces frigidaires-là et les congélateurs. Fait qu'il y avait beaucoup de tâches qui étaient faites autour de l'événement pour avoir des pompiers pendant plus d'1 mois. Combien de pompiers ont participé environ? 1000 pompiers. 1000 pompiers? Oui. OK, il faut nourrir ces gens-là, il faut les héberger. Il faut les nourrir, effectivement. On a été chanceux. J'ai un pompier qui s'occupe de la cuisine à la polyvalente. Okay. À la polyvalente, en allant là-bas pour partir, parce que c'était le centre d'hébergement. Donc, en allant partir et montrer comment fonctionnait sa cuisine, il a rencontré Anne-Marie Dagenet de l'Armée du Salut et lui a dit « J'ai des pompiers qui sont en bas, il n'y a pas de café, il n'y a pas rien, il faudrait venir les supporter. » Et elle a accepté, elle s'est déplacée et elle a nourri, 1000 pompiers au déjeuner, au dîner, au souper. Wow!
Et l'Armée du Salut fonctionne avec des dons. Donc, c'est des dons qui ont permis de nourrir les pompiers. Ces dons-là, au début, on mangeait avec la viande froide, mais à la fin, on mangeait avec du steak au poivre. On a perdu le poids, mais on en a regagné aussi grâce à elle qui a fourni toute la logistique sur comment nourrir. Quand même. Hein? Oui. Parce que ça, c'est penser en dehors de la boîte, ça. De dire, hey, j'ai 150 pompiers à nourrir. Le centre-ville où se trouvaient la plupart des restaurants était fermé. Puis en plus, les restaurants qui étaient encore ouverts, il n'y avait plus d'eau. OK. Et là, comment tu fais pour nourrir des personnes? Ça devient vraiment un enjeu, finalement. Tout à fait. Et elle a pallié cet enjeu-là. Donc, lorsqu'on lui a donné ce mandat-là, on n'avait plus besoin de s'occuper de nourrir les pompiers. Elle était là pour le faire. Vous avez parlé brièvement du ministère de la Sécurité publique qui est venu vous prêter main forte. C'était quoi son rôle à travers ça? C'est l'agent c'est la bougie d'allumage pour parler au reste du gouvernement. Parce que le gouvernement, dans son rôle de sécurité publique, il y a des missions il y a des missions. Donc, les missions, c'est, exemple, le ministère des Transports, c'est arrangé pour transporter des biens. La mission santé, c'est le ministère de la Santé qui s'en occupe. Donc, avoir des effectifs sur place pour être capable autant psychologique pour s'occuper des gens que d'émettre des avis sur qu'est-ce qu'on fait avec les maisons qui étaient dans la fumée et comment est-ce qu'on fait avec la suie, etc. Parce qu'on a fait venir TAGA. J'ai demandé l'autobus pour venir prendre des échantillons d'eau, d'air et de sol. Et il y avait des produits là, qui étaient élevés. Donc, la santé a émis des commentaires. Donc, chaque ministère avait une mission à jouer et la personne qui était là, c'est M. Labonté, avec Christine Savard, on faisait les liens entre la ville, Christine Savard, et ce qui se passait au ministère. Fait que c'est pour ça que l'engrenage s'est mis ensemble et a commencé à tourner ensemble, à faire tourner toutes les autres. Avec le ministère, finalement. C'est eux ministère. qui ont... OK. Oui, quand on va, exemple, un feu de forêt puis qu'on doit évacuer des gens, le ministère se met aussi en branle. Les inondations, le ministère est là pour venir en aide aux gens, aux municipalités, lorsqu'ils déclarent une mesure d'urgence. Quelle leçon est-ce qu'on peut tirer de la gestion de l'intervention de Lac-Mégantic? Qu'est-ce qu'on a appris en incendie au niveau de la gestion d'entraide des différents partenaires? Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a appris? C'est qu'on a appris qu'on pouvait travailler ensemble, même si on était si éloignés que ça. L'association des chefs a demandé d'avoir des ressources et ces ressources-là ont été envoyées à Sherbrooke et il y a un calendrier qui a été confectionné pour savoir à quel jour, telle date, telle semaine, de tel jour à tel jour, quel service répondrait à l'appel, serait à Mégantic. Et d'ailleurs, quand il y a eu les feux de forêt à Sept-Îles, le même processus a été mis en place et ils ont envoyé, même, je pense, jusqu'à des gens de Montréal aller à Sept-Îles pour aider, mais en tout le moins, des services d'incendie pour se déplacer là-bas. À Nord-Métal, la même chose. Donc, c'est aujourd'hui l'Association des gestionnaires en sécurité incendie a des outils qui permettent de demander des besoins et de les envoyer à la ville. OK.
qui se trouve, lui, dans le besoin. Fait qu'il y a ça. L'autre chose, moi, ce que je retiens, c'est que et je vais peut-être m'attirer des flèches, mais j'ai pas fait la gestion d'un budget. J'ai fait la gestion d'une intervention. Dans quel sens? J'ai appelé ce que j'avais de besoin. J'ai demandé à avoir des équipements et tout ça. Je savais qu'il y aurait des coûts qui seraient rattachés, mais les coûts rattachés à ça, c'était la gestion du conseil de ville de s'en occuper. Moi, j'ai fait la gestion de l'intervention et de faire venir les hommes et les équipements que j'avais besoin pour circonscrire l'incendie. Si vous en parlez aujourd'hui, c'est-tu parce qu'il y a eu des questions par la suite qui ont été soulevées ou c'est-tu... Non, du tout. Okay. Du tout. J'ai aussi été devant les médias, rassurer le public, première des choses, et de donner ce que le service d'incendie a fait et les développements qui est entouré. La mairesse était là, la sécurité publique était là, la Sûreté du Québec était là, donc pour les médias. Vous abordez justement Madame la mairesse qui est devenue une icône un peu du rôle d'un maire ou d'une mairesse en situation de crise. Pouvez-vous nous parler d'elle un peu? C'est une dame qui est très forte, qui a su naviguer dans la tourmente, a avancé, a mis les mesures d'urgence en place et très bien occupée de sa population. Demandait des choses au gouvernement et au ministère, au gouvernement et les obtenait pour le bien-être de sa population. Donc, j'ai en haute estime cette dame-là. Comme on le dit, elle avait un surnom, la Dame du Granit. Mm-hmm. Ben, au début, les sentiments étaient là, mais après ça, elle s'est ressaisie et elle avait des demandes, puis ces demandes devaient avancer et ça allait avancer. On a des fois, il y a des histoires qu'on entend de Lac-Mégantic, des histoires d'héroïsme ou de bravoure, en fait, qui ont été mis de l'avant. Est-ce que vous avez une histoire qui vous a marqué particulièrement? Tous les pompiers qui ont répondu à l'appel sont des héros à mes yeux. D'ailleurs, pour le service d'incendie de Lac-Mégantic, j'ai fait la demande au ministère de la Sécurité publique pour une médaille ou une distinction. Et le ministère a octroyé la médaille du courage, la plus haute distinction aux pompiers de Lac-Mégantic. L'équipe a travaillé, a fait ce qui s'attendait d'elle, a répondu et c'est grâce à eux, c'est grâce à tous ceux qui ont répondu qu'on est en mesure de répondre à cet événement-là. Et toutes les formations qui ont été données, parce que moi, je suis un gars qui est pro-formation, donc toutes les formations qui ont été données avant ça ont possiblement préparé ces pompiers-là à répondre à cette intervention-là qui était hors de l'ordinaire. Qui a été répondu par des gens ordinaires et qui ont répondu d'une façon remarquable à cet événement-là. Et je leur lève mon chapeau encore aujourd'hui. C'est un travail d'équipe qui a été fait et ils en font partie. On dit des fois en formation, on ne s'élève pas à l'occasion, on fait juste retomber à son niveau de préparation. Puis c'est ce que je comprends de ça, c'est la préparation, la formation en amont qui avait été faite a permis finalement le bon déroulement de l'intervention. Oui, tout à fait. On se prépare, les congrès qu'on assiste, les conférences à laquelle on assiste, qu'on apprend de ces choses-là, ça a été cette nuit-là,
les morceaux de casse-tête se sont mis en place et a amené au succès qu'on connaît aujourd'hui, l'extinction de cet incendie-là. Et après, ben, on a appris des choses. Ce qui s'est produit à Mégantic, là, y a des gens qui se sont réveillés là, aux États-Unis. Ils disaient « Wow, si ça arrive chez nous, on fait quoi? » Puis, etc. Il y a une école qui existait sur les chemins de fer et tout ça, mais en 1 mois, ils ont monté un site de déraillement pour apprendre sur le pétrole brut et comment combattre le pétrole brut. Ça leur a pris 1 mois pour faire ce genre d'installation-là. Suite à Lac-Mégantic. Suite à Lac-Mégantic. Okay. On a appris à Lac-Mégantic que forer à un autre endroit, le pétrole brut peut être très près du diesel et être mis dans un camion. Il y a des dans la tête, j'ai thickness, là, mais il y a des volumes qui sont plus épais que d'autres. Parce que quand on regardait le 1267, pétrole brut, c'était visqueux, prend pas en feu, etc. Mais il est aussi clair que du diesel. Donc c'était pas nécessairement... L'information qu'on avait n'était pas nécessairement la bonne. Du tout. Du tout. Et en plus, ben, pour le forer, parce que lui, il venait du Dakota du Nord, ben, on ajoute des produits chimiques pour le forer, la fraction de la roche, des produits chimiques. Et en plus, dans le pétrole brut, ben, tu as tous les composants. Toluène, benzène, etc. Donc, c'est tous des produits du pétrole, du propane, tous des produits qui deviennent plus légers que l'air, que l'eau. Fait qu'ils vont ils vont flotter sur le système, sur l'huile. Fait que c'est toutes des choses qu'on a appris suite à Mégantic, qu'on n'était pas au courant de ça. Fait qu'on a, l'événement a fait évoluer la connaissance au niveau des liquides inflammables. D'ailleurs, Transport Canada a mis un groupe en place qui a fait 36 recommandations sur le pétrole, les liquides inflammables. Puis aujourd'hui, ben, toutes les formations relèvent de ces 36 recommandations-là. Je pense qu'un des événements qui est marquant du lac Mégantic, puis on en discutait entre instructeurs de flash, c'est l'entraide. Votre communication légendaire quand vous avez commencé à dire ben j'ai besoin de Saint-Georges-de-Beauce, j'ai besoin de Lac-Drolet, j'ai besoin de l'échelle de Sherbrooke. Avant les services incendies, j'ai l'impression qu'ils travaillaient beaucoup plus solitaires et des fois appelaient leurs voisins quand c'était un événement. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une organisation beaucoup plus standardisée de l'entraide. Et ça a été, je pense, un coup de fouet qui a été donné au Québec suite à Lac-Mégantic. Et comme disait Richard Ramnotte, il faut arrêter d'avoir des lignes pleines entre nos villes. Il faut mettre des pointillés pour aller, que ce soit moins distingué, moins distinct entre les territoires. Il faut travailler ensemble à partir de là. Tout à fait. Les communications, quand j'ai commencé à demander de l'entraide, j'étais assis encore dans mon camion, dans mon stationnement à la maison. Là. Quand même. Et je me suis déplacé. Parce que, comme j'ai dit, mon expérience a fait que, comme représentant des ventes, j'étais en mesure de voir l'ampleur de l'incendie, de dire que j'ai pas assez d'équipement, moi, avec mon équipe pour répondre à ça. C'est pour ça que j'ai appelé la MRC. Après ça, je suis allé à l'extérieur parce que là, les échelles, je n'avais juste une. Avec Lambton, j'en avais une deuxième, mais il m'en manquait encore peut-être 2 autres. Et j'en ai reçu 2 autres des États-Unis. Bien, M. Lauzon, je tiens à vous remercier énormément de votre présence au podcast. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Une retraite bien méritée, j'imagine? Oui, une retraite bien méritée et encore avoir du plaisir dans la vie. J'ai appris à vivre le moment présent.
Dans 3 jours, je ne peux pas te dire qu'est-ce que je vais faire, mais je sais que ce que je fais aujourd'hui, ben je le fais de bon cœur et je m'amuse dans ce que je fais. Ben, en tout cas, merci beaucoup de votre partage, autant aujourd'hui que de votre partage, de continuer à diffuser votre passion là, avec les jeunes pompiers là, à l'IPIC. C'est très apprécié. Puis on a tous à apprendre là, de votre attitude de ce côté-là. C'est un honneur de vous recevoir au podcast de Flash. Merci beaucoup. À la maison, je vous dis merci pour votre écoute. C'est le dernier épisode de la saison 4 du podcast de Flash Formation. Je vous invite à réécouter les épisodes des 3 autres saisons avant si ce n'est pas déjà fait et à demeurer à l'écoute pour la prochaine saison cet automne qui va commencer au retour des classes. Si vous avez des idées, vous avez des sujets que vous avez envie qu'on discute, vous avez des suggestions d'invités, écrivez-nous sur Facebook ou par adresse courriel à info@flashformation.com. Entre-temps, je vous souhaite un bel été. Soyez prudents. À bientôt.